RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports, votre rendez-vous hebdomadaire et que vous pouvez suivre en plusieurs dimensions. Il y a la dimension radio, bien sûr, les ondes et les podcasts qui sont disponibles tout au cours du week-end. Et puis grâce à l'image, alors vous avez le choix entre la chaîne YouTube de RFI et le Facebook Live, ça c'est en direct. Et puis France 24, nos amis, la chaîne internationale où vous pouvez aussi nous regarder. Et puis tout au cours du week-end, ce sera en replay. Les invités du jour sont là. Marc Lebras, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Xavier Barré à vos côtés, bonjour Xavier. Bonjour Annie, l'équipe de France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il paraît. Vous ne voulez pas chanter hier, on a fait un peu de Joe Dassin grâce à Antoine Grenier. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour, on a tout de suite senti le tacle. Hein. C'est méchant, c'est par derrière. Ah non, l'Argentine est qualifiée pour la CAN et joue contre l'Angola. Ah oui, c'est vrai. Oui. On les a... Messi est titulaire. Oui. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Nos auditeurs internautes sont là au rendez-vous. Oui, ça tombe comme des étoiles filantes, là, les premiers messages. Bonjour, bonsoir. Il y a pas mal de drapeaux congolais, RDC, je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas? Je crois qu'on va leur raconter à nos auditeurs. Dans les débats du jour, effectivement, nous évoquerons ces barrages africains. Et qui des Super Eagles ou des panthères, ou des léopards pour espérer représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde. Dimanche soir, Nigeria et RDC se retrouveront en finale du mini-tournoi des barrages. Qui est favori? Plutôt Victor Osimhen ou plutôt Chancel Mbemba? L'élimination des Lions indomptables, pourtant déjà 8 fois mondialiste. Une grosse désillusion pour le Cameroun de Samuel Eto'o en plein doute à quelques semaines de la CAN. En Europe, une sélection fait sensation. La Norvège, portée par son buteur star, Erling Haaland. Elle compte 7 victoires en 7 matchs, cette Norvège. Et les Norvégiens devraient se qualifier dimanche soir à Milan face à la Squadra Azzurra, qui, elle, passera encore par les barrages. L'Amérique pour les Bleus et leur capitaine Kylian Mbappé. Les vice-champions du monde seront bien à la Coupe du Monde. Mais les Portugais, eux, n'y sont pas encore. Il leur reste un match et ce sera sans leur capitaine. Cristiano Ronaldo a écopé de son premier carton rouge en sélection. Ça donne beaucoup à parler, ce carton rouge. Et puis, il y aura évidemment notre séquence carton, que vous adorez tous, et nous particulièrement, quand vous nous envoyez les vôtres. Au générique de cette émission, David Finzel, qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno, pour ce qui est des moyens radio, et pour la vidéo, Swell Kedir et Robin Cusno. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Rémi, vous aimez danser le Fimbu? Pourquoi pas? 2 matchs, 2 éliminés et 2 vainqueurs. Finalement, il y aura un dernier match pour une seule place. Ainsi va ce mini-tournoi de la zone Afrique pour désigner le barragiste, l'heureux élu qui représentera le continent pour un nouveau barrage. Et ça sera le dernier, théoriquement. Et ça sera un seul match en tournoi intercontinental en mars prochain. Mais on n'y est pas encore. Les demi-finales se sont donc disputées hier sous la pluie. Alors, c'était une pluie fine, nous a dit Hervé Penaud pour le premier match. Gabon, Nigeria, lui y était. Et puis après, il était au deuxième match aussi. Et là, c'était la pluie battante pour Cameroun, RDC. Le Nigeria s'est donc défait du Gabon au terme des prolongations. Score final 4-1, alors que la RDC arrivait donc à arracher sa victoire dans les dernières minutes de jeu, 1-0. Rémi, est-ce que vous auriez parié sur cette affiche ? Ou est-ce qu'elle vous surprend? Elle ne me surprend pas. Elle ne me surprend pas parce que lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, l'eau nigérienne ne devrait pas être là.
Et même, C'était perdu en route. C'était perdu en route, mais quand on regarde quand même la dynamique de toutes ces équipes, on se rend compte que ces deux équipes méritent leur place. Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaie de regarder les 5 derniers matchs, on constate quand même que le Nigeria a gagné 4 et a fait nul. Et c'est presque la même chose aussi pour le Congo, pour la RDC plutôt. Or, lorsqu'on regarde la dynamique vers l'autre côté, vous allez vous rendre compte que le Cameroun, pratiquement sur les 3 derniers matchs, n'a rien gagné. Et le pire, c'est que le Cameroun n'a même pas marqué un but pour 3 matchs. Ce qui est quand même hallucinant. On va y revenir sur le Cameroun. Et vers l'autre côté, lorsque vous essayez aussi de regarder le Gabon ne pouvait pas, enfin... C'était la seule équipe qui n'avait jamais disputé de Coupe du Monde. Qui n'a jamais disputé. Elle avait moins d'expérience, on va dire, mais elle avait des joueurs expérimentés. Lorsque vous regardez, mais sauf que quand vous regardez les confrontations avec les grandes nations, le Gabon n'a gagné pratiquement contre personne. Donc c'était quasiment impossible de pouvoir passer, même s'ils ont réussi à égaliser vers la fin du match. Par la suite, il leur a manqué l'expérience. Donc, pour ceux qui sont là, on ne peut pas dire qu'ils ont volé, ils ont mérité, ils ont joué, et il n'y a pas eu de favoritisme. Il y a quand même eu un pénalty flagrant oublié pour le Gabon. Extraordinaire, la scène. Le joueur gabonais a le maillot tiré dans la surface de réparation par un défenseur nigérian. On le voit gros comme le nez au milieu de la figure. L'arbitre, un Sud-Africain... À ce moment-là, on était encore à 0-0. On était à 0-0, va à l'assistance vidéo, il voit la faute... Et il ne siffle pas pénalty. Ben surtout, ça dure 5 minutes. Il reste devant le ralenti. L'écran, il n'arrive pas à se décider. Après, si à chaque fois qu'on tirait un maillot dans une surface de réparation, on sifflait pénalty, c'est la règle normalement. C'est la règle. Mais regardez un corner, tout le monde se tient par les maillots. Peut-être, mais là, c'est la règle. Bon. Elle est vue à la vidéo, elle est flagrante, et il ne siffle pas pénalty. Bon. Et résultat des courses, c'est le Nigeria qui va passer sur le score de 4-1. Vous trouvez-vous que au vu des deux matchs, c'est pas logique cette affiche, Xavier? C'était l'affiche prévisible. Et au-delà des statistiques qu'a avancé Rémi Ngono, moi je regarde surtout... Dans la dynamique, c'était peut-être prévisible, mais on imaginait que... Comment ces équipes terminent deuxième? Oui. Voilà, la RDC termine deuxième derrière le Sénégal, qui est probablement la meilleure équipe africaine actuellement et une des meilleures équipes du monde. Donc il n'y a pas de honte à ce que la RDC soit deuxième de ce groupe et qu'elle aille donc en barrage. Pareil pour le Gabon, avec un nombre de points énorme. Le Gabon aussi, mais on sait avec un potentiel moindre. C'était incroyable de les retrouver là. Mais surtout, le Nigeria, qui effectivement avait perdu des points au début, vous l'avez rappelé, se retrouve deuxième du groupe où il y a l'Afrique du Sud, qui reste quand même une valeur sûre du football africain. Donc, les retrouver dans cette finale, c'est assez logique. Le Cameroun, lui, termine deuxième d'un groupe où il y a le Cap-Vert. Alors, le Cap-Vert, c'est formidable qui se qualifie. Mais ils ne sont même pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, quelque part, c'est la finale de barrage logique. Dimanche soir, il y aura justement ce match et cette finale de ce mini-tournoi, Marc, entre donc le Nigeria, on l'a vu hier, emmené non seulement par Victor Osimhen, le buteur de Galatasaray, qui a inscrit un doublé, mais il y en a d'autres aussi. Il y a Lookman, il y a Chikwueze, il y a beaucoup d'autres joueurs talentueux dans cette équipe du Nigeria. Et on se demandait comment ils faisaient pour ne pas être mondialistes. Et puis, de l'autre côté, il y aura la RDC, emmenée, elle, par un capitaine que vous connaissez, un Marseillais ou ancien Marseillais, Chancel Mbemba, qui marque le but qu'il fallait marquer et auquel il est sans doute habitué au deuxième poteau. Comment vous sentez-vous cette finale et ce duel fratricide, bien sûr? Cette finale, on la sent quand on voit... Alors, par rapport au Cameroun et quand on voit Chancel Mbemba qui marque ce but, ils n'ont pas été capables de faire la différence. Les Camerounais, les joueurs stars, entre guillemets, les grands joueurs n'ont pas su répondre présent. Il y a aussi une préparation. On est à un mois et demi, un mois de la CAN. Elle va démarrer. Vous leur faites la préparation, enfin, la qualification de la Coupe du Monde. Il y a des objectifs qui sont avant. Donc, je pense que la CAN a pris de la place. L'équipe de Chancel Mbemba, capitaine, courage, qui a vécu l'année dernière, il y a plus d'1 an, sans jouer, en attendant, en rongeant son frein. Il y a un état d'esprit totalement différent. Oui, c'est deux équipes surprises, mais ils sont présents. Victor Osimhen, aujourd'hui, qui est capable de marquer encore 2 buts, bon, que ça soit avec son club aujourd'hui ou en sélection, lui, il ne fait pas la différence. Donc, je pense que certains clubs peuvent faire la différence.
la finale, pour moi, est très ouverte, parce que de dire « Ah ben non, mais de toute façon, c'est l'équipe d'Osimhen qui va gagner », j'en suis même pas sûr, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Le Cameroun, c'est très rare qu'ils perdent contre le Congo. C'est très, très, très rare de voir ce genre de choses. La dernière fois, c'était en 98. Il y a eu une défaite au Chan. Je jouais encore à l'époque, vous imaginez. Mais avec la sélection A, ça faisait plus de 25 ans, vous vous rendez compte? C'était la bête noire. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au vu de la dynamique de ces deux équipes, on est déjà aussi très curieux de la voir, cette finale de ce mini-tournoi, Frédéric. Oui, quand on parlait des dynamiques, les dernières victoires, parce que moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Xavier, les Gabonais, sur 90 minutes, plus la prolongation, ils ont eu quoi? Une occasion et demie, le maillot tiré et puis une frappe au but. Non, donc c'est plutôt le Nigeria qui aurait dû plier le match bien avant si Osimhen avait concrétisé ne serait-ce que la moitié de ses occasions. Complètement. À la fin du temps réglementaire, il en a une énorme, mais on ne sait pas comment il fait pour la mettre à côté. Donc le Nigeria, on les attendait. Bon, le Cameroun-RDC, oui, non, là, c'était quand même plus ouvert. De dire que c'est logique de retrouver les Congolais ici. Mais il y a plein de commentaires pour nous dire le miracle permanent du Cameroun a depuis 10 ans, 15 ans, qui faisait leur marque de fabrique. Il y a un moment, ça ne suffit plus de s'en remettre au miracle. Le miracle de Blida, c'était il y a 4 ans. Là, c'est arrêté assez net. Rémi, vous y aviez cru au miracle? Au miracle des Lions? Oui, d'une qualification de ces Lions indomptables. Non. Avec quand même Mbeumo qui est actuellement le buteur peut-être qui peut apporter une solution à ce groupe. Honnêtement, je n'ai pas cru. Et je vous avais dit ça depuis ici, parce que la première des choses, on va donner des noms. Oui, Mbeumo, il vient de sortir de la première ligue comme le meilleur joueur. C'est quand même hallucinant. Vous avez Taillon, qui bien évidemment est le deuxième buteur de la Liga, le troisième buteur de la Liga et deuxième joueur le plus décisif. Donc sur le papier, vous vous dites, c'est le Cameroun. Mais en réalité, lorsque vous regardez déjà ce qu'ils ont eu à produire, Xavier Beraï voulait dire quelque chose ici. Et c'est là où c'est honteux. Le Cameroun, c'est-à-dire qu'en 82, quand il y avait une ou deux sélections en Afrique, le Cameroun était qualifié. Comment vous pouvez nous faire croire que aujourd'hui, avec tout ce qu'il y avait comme nombre de places, vous vous retrouvez dans la poule de la Libye, île Maurice, Angola, Cap-Vert, Eswatini, et on va au barrage, et vous voulez que moi je vienne dire ici que on a eu de la malchance, on a vu ceci et cela. C'est de l'incompétence. On n'a pas pu faire quoi que ce soit. Et il y a des individualités. Mais quand vous regardez déjà, dès le départ, le verre est dans le fruit. Vous ne pouvez pas avoir un sélectionneur dans une équipe qui débarque comme ça, bam, et vous commence à vous dire que... C'est le contexte, Rémi. C'est dans un contexte où il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a trop de chefs. Parce que d'un côté, vous avez Samuel Eto'o. De l'autre côté, vous avez des joueurs qui sont avec Marc Brice. Marc Brice qui arrive là, qui vous dit, bon, écoutez, hein, c'est moi qui décide. Il finit de le dire. Et par la suite, il prend Rigobert Song, qui lui a qualifié le Cameroun. Il dit, c'était une sorte de girouette. Et finalement, il arrive là, on ne voit pas ce qu'il réussit à produire. Résultat des courses. C'est qu'il a beaucoup bavardé. On a même bu du champagne. Vous vous rendez compte? Le ministre boit du champagne à la santé de Marc Brice. Et en fin de compte, il n'y a rien. Il y a un proverbe africain qui dit « La poule qui chante le matin finit le soir dans le bec du faucon. » Et il y a un running gag là, qui revient sur les réseaux sociaux depuis ce matin et sur le fil là, du Facebook Live. C'est le Cameroun éliminé à la 92e minute, 92, l'âge de Paul Biya, le président. Ça veut bien aussi qu'il faut les jouer. Parce que beaucoup de nations viennent, comme on parle de petites nations, mais il n'y a plus de petites nations sur ce genre d'éliminatoire. Parce que si on ne met pas l'intensité nécessaire, eux, ils préparent leur CAN. Il y a les éliminatoires au milieu. Mais si on ne met pas l'intensité nécessaire, on passe à travers aujourd'hui. Donc de dire, parce que j'entends, oh non, mais ils vont se qualifier, ils jouent contre personne. Contre personne, ben là on le voit. Ah oui, c'est personne. Non, mais même contre l'Algérie, il y a 4 ans, c'était pas contre personne. Mais surtout, on a la sensation que le Cameroun, finalement, avait toujours un peu de la chance sur le fil, ça passait. Il y a cette tradition, on se rend jamais, les lions indomptables et tout. Et tout d'un coup, quand même, eh ben, ça peut suffit. Casser. Ça suffit plus aujourd'hui. Voilà. Ça suffit plus aujourd'hui.
y aller, ouais, il faut mouiller la chemise, maillot, il faut se battre, etc. Ça suffit plus. Football, c'est aussi de la compétence, de la technique, du collectif qui se prépare, qui se travaille. La préparation. Et on a assez souvent souligné dans cette émission que toutes ces problèmes de coordination à la tête de la fédération camerounaise avec le ministère, avec un sélectionneur qui n'est pas voulu par le président. Oui, peut-être. Ça a toujours été, tu sais, un petit peu compliqué. Oui. Donc, mais c'est ils pour ont moi eu 8 aujourd'hui. qualifications en Coupe du Monde. Il y a pratiquement eu 8 fois des problèmes. Voilà, donc on est habitué. Une fois qualifié. De vestiaire. Une fois qualifié, des problèmes de primes. Mais là, vous avez quand même des personnes qui se tirent dans les pattes au moment de faire la sélection, de décider où va avoir lieu le stage, sur quel terrain on va jouer. C'est quand même tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça passe plus. Donc à un moment, ça ne suffit plus. Rémi, une dernière petite réponse. J'attends de vous et je vais vous poser une petite question. Je vous coupe, Annie. On nous dit que pourtant Onana était en mode Thibaut Courtois hier, mais ça n'a pas suffi. Bah oui, mais des fois les gardiens, ça ne suffit pas. On a vu Thibaut Courtois l'autre jour du côté de Liverpool. Rémi, est-ce que on peut être inquiet pour la CAN qui arrive? Très inquiet parce que, première des choses, comme je le dis, lorsqu'on manque une Coupe du Monde quand même, alors qu'on a 8 participations, il faut savoir déjà que même sur le plan financier, ça va faire rigrac parce que la CAN, même si vous la remportez, et bon, ça ne vaut pas une participation à la Coupe du Monde et qui paye 3 fois. Ça couvrirait un tout petit peu. Ça ne peut pas couvrir. La CAN, c'est énorme si tu la gagnes. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Bien sûr. Mais attends, ça couvrira déjà, non, parce que là, on nous explique, regarde, on nous explique aujourd'hui, on va se rattraper avec la CAN. Pour moi, tu ne te rattrapes pas. Tu as raté ta Coupe du Monde comme l'Italie, la dernière Coupe du Monde. Ça s'arrête là. Donc, la CAN peut peut-être. La CAN ne peut pas, pourquoi? Parce que je t'explique quelque chose qui est simple. L'Égypte a 7 CAN. Mais le Cameroun passe devant l'Égypte. C'est comme ça. C'est-à-dire que même à la Coupe du Monde, vous voyez, le Brésil n'a que 5 Coupes du Monde, l'Argentine a 16 Copa d'América. Mais c'est le Brésil qui passe devant. Donc aujourd'hui, si le Cameroun est devant en Afrique, c'est par rapport à ses participations à la Coupe du Monde. Et comme j'ai dit, sur le plan international, ça vaut quelque chose. Et maintenant, quand on me dit, est-ce que ça peut passer? Je vais vous dire, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que la moisissure est interne. C'est-à-dire que c'est un jeu collectif. Or, actuellement, vous allez vous rendre compte que on compte sur les individualités. L'équipe du Cameroun, ça sert, ce que vous avez dit, c'est d'abord la racine avec le peuple. Le peuple camerounais n'est plus attaché à l'équipe du Cameroun. Ils y croyaient, Rémi, au Cameroun? Ils n'y croient pas. Pour la première fois dans l'histoire de l'équipe du Cameroun, vous avez 2 camps, c'est-à-dire des gens qui dansent pour l'élimination et d'autres qui pleurent pour la même élimination. Et pourquoi? Parce que vous allez voir l'équipe de France, pour finir, pour faire son match, et il y a un brassard noir. Un brassard noir parce qu'on partage une douleur. Le Cameroun est en guerre et il y a des morts. Mais jamais les footballeurs camerounais, les internationaux, n'ont arboré un brassard noir. Jamais ils se sont occupés du peuple. Jamais ils sont dans un détachement. Et avant une coupe, un match décisif comme ça, qu'est-ce qu'on voit sur des réseaux sociaux? Des joueurs qui sont surpris dans des hôtels, en train de bagarrer avec des nanas, qui sont en train de rigoler, qui sont en train de... Le peuple pleure. Et vous êtes en train de jouer. Vous savez, en 2006, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée? Parce que Didier Drogba a réuni ses joueurs. Il a dit, demandons à nos dirigeants d'arrêter la guerre. Jamais les footballeurs camerounais n'ont pris leurs responsabilités. Et alors, ça doit s'arrêter à un certain moment. Un peuple, ce n'est pas seulement le jeu. Bon. La déclaration de Rémi sur la tristesse des Camerounais et son analyse. On a reçu un reportage de Joël Wadel, notre correspondant, à Yaoundé, et dans ce qu'on entend, les gens qu'il a pu interroger, les gens de la rue, on retrouve un petit peu ce que nous dit Rémi. Hein. Ils ont déjà pris de la distance avec la sélection. Ils n'en peuvent plus de toutes ces guerres intestines, alors Exactement. Que potentiellement le Cameroun devrait être à la Coupe du Monde. Qui font que finalement cette équipe sort du rang et sort du rail parce qu'elle aurait eu sa 9e participation à une Coupe du Monde. Juste pour terminer, dans la dynamique de cette finale, y a-t-il un favori ou pas, Frédéric? On imagine bien les Nigérians avec leurs joueurs stars, Osimhen et consorts, prendre le jeu à leur compte, la technicité, le jeu rapide, mais les Congolais, il faut les bouger. Il n'y a pas grand monde, là, depuis 2 ans, qui arrive. Hein, donc, la partie d'échecs... Sauf les Sénégalais. Je ne sais pas. Non. Si Osimhen est dans la forme de sa vie et qui cadre ses frappes, oui, là, je pense que ça pourrait être plié assez vite. Ouais. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils sont tous les 2 en demi-finale. Le Nigeria va en finale, la RDC s'arrête en demi. Donc, c'est des équipes qui sont assez proches, finalement.
Au niveau talent pur, il y en a plus du côté nigérian, mais ça suffit pas pour faire une équipe. Moi, j'ai trouvé que ça manquait un peu de liant, ce Marc, collectif vous aussi, nigérian. vous pensez que... C'est complètement ouvert, parce qu'à une époque, je vous aurais dit, mais là, c'est complètement ouvert. Et Chancel Mbemba, je pense qu'il y a une revanche par rapport à lui, qu'il a été bloqué pendant plus d'1 an. Mais nous, on l'avait rencontré, rappelez-vous, pour le prix Marc-Vivien Fauré. C'est quelqu'un d'attachant, d'entier, qui ne fait pas semblant. Donc, toute la rage. Travaille. Oui, et puis il y a une équipe qui est derrière lui qui le suit. En tout cas, l'éliminatoire, le dernière phase pour celui qui sera qualifié dimanche soir, eh bien, il faudra attendre le mois de mars. Et là, il se retrouvera bien, avec d'autres... Allez les léopards. Moi, je dis, allez les léopards. Parce que là, franchement... Je crois qu'ils doivent avoir maintenant... 50 ans qu'ils attendent. 50 ans. Et d'ailleurs, quand la première qualification du Cameroun s'est obtenue devant les léopards, hein, c'est-à-dire qu'en 81... C'est là où le Cameroun bat les Léopards par 6-1. Et c'est là où on va pour la Coupe du Monde. Ça sera dimanche soir donc, à Rabat. Bon. Et ensuite, il faudra un tournoi donc intercontinental où il y aura la Bolivie pour l'Amérique latine. Il y aura ou l'Irak ou les Émirats arabes unis pour l'Asie. Pour l'Océanie, nous aurons la Nouvelle-Calédonie. Et puis la CONCACAF. Alors là, il y en a encore... Il en faut 2, mais il y en a encore 10 qui peuvent. Donc vous voyez, c'est Haïti, Jamaïque... que de sortir du barrage africain. C'est ce qu'on... En gros. Ils veulent rajouter encore des pays à la Coupe du Monde. C'est bien, oui. Non, c'est bien pour les participations. Peut-être, je crois qu'on parle de 60, non? Exactement, c'est ce que j'ai entendu. On continue, il y avait aussi des éliminatoires du côté de l'Europe. Vous voyez, Rémi, c'est pas dans la sauce, mais ça doit être de ce genre-là. Mais c'est évidemment chanté en norvégien. Un sans faute pour cette sélection de la Norvège. Un 7e match, c'était contre l'Estonie. Victoire donc large hier soir. Mais surtout, une 7e victoire en 7 matchs. Haaland est l'auteur d'un doublé. La Norvège aura inscrit 33 buts en 7 matchs, ce qui est énorme, profitant évidemment de toutes les occasions. Haaland, mais aussi Sorloth, qui guide cette équipe vers une 4e participation à la Coupe du Monde. On va en parler après, ils vont jouer contre la Squadra Azzurra. Peu de chance qu'ils ratent la dernière marche. Cette équipe de Norvège, ça vous fait plaisir, Xavier, de la voir arriver à ce niveau-là? Ça me rappelle des bons souvenirs, parce que pour la Coupe du Monde 1994, aux États-Unis, j'avais été envoyé par France Football, donc en 1993 à Oslo, pour le match de la qualification qui était contre la Pologne. Et la Norvège, à l'époque, n'était pas allée en Coupe du Monde depuis 50 ans. Et donc, ils avaient gagné. C'était pas un très beau match, d'ailleurs. 1938, ils y étaient, effectivement. Mais dans les rues d'Oslo, ça avait été une fête incroyable. Ils avaient organisé un défilé en calèche. Il y avait Egil Drillo Olsen, le sélectionneur, qui était un peu hésitant avec les rênes des chevaux. Il avait fait une meilleure tactique au bord du terrain. Et il y avait, dans cette équipe de Norvège, le père de Haaland, le milieu de terrain, et il y avait aussi le père de Sorloth, Goran Sorloth, qui était qui était un des avançants de l'équipe de Norvège. Et donc c'est amusant de retrouver 32 ans plus tard la même équipe de Norvège dans le même pays ou presque, avec les fils de ces garçons-là qui avaient mené la Norvège dans une poule difficile, puisqu'il y avait l'Irlande, l'Italie et le Mexique, je crois. Là, elle était difficile aussi, la poule. Il y avait l'Italie. Hein. Oui, poule de qualification. Alors que là-bas, c'était la poule finale, aux États-Unis. Marc Lebras, est-ce qu'elle vous impressionne, cette équipe de Norvège? Parce qu'en plus, on se disait souvent, Haaland, c'est un super joueur, mais peu de chance de le voir à la Coupe du Monde, comme on voit Cristiano Ronaldo, comme on a vu Messi, comme on a vu Kylian Mbappé, Zidane et tant d'autres. Et là, il y a toutes les chances pour que cette équipe soit là, et emmenée par Haaland, mais pas seulement. Dans votre description, vous me parlez de très grands joueurs qui ont fait des grands résultats, mais ces joueurs-là sont suivis. Haaland aujourd'hui, je vais au combat avec lui, je le suis, Haaland. Sorloth, qu'on n'attend pas avec l'Atlético, pas forcément, mais il prend du grade, parce que quand vous avez Haaland, vous savez que vous n'allez pas passer une soirée très tranquille, que vous soyez italien, espagnol, vous savez que... Et puis il marche sur l'Europe, qu'on le veuille ou non, il met 40, 50 buts par saison à peu près. Et là, il est le meilleur buteur des éliminatoires. Et que ça soit... On avait dit non, mais on ne pourra pas forcément le voir parce que la Norvège, c'est un petit pays. Le problème, c'est que les mecs autour, ils se sont mis au diapason, ils se sont mis au même niveau que lui. Donc aujourd'hui, cette équipe-là, il faut les considérer, il faut les prendre au sérieux. Et ça peut être l'équipe surprise. Après, il marque tellement de buts. Oui, mais il fait ça tous les week-ends. Il marque tout le temps. Donc, c'est pas nouveau. Les gens découvrent, ah oui, mais finalement, la Norvège, c'est des joueurs qui mettent un pays au centre du football. Parce que pas beaucoup de gens suivaient forcément la Norvège. Nous, spécialistes, oui, depuis par rapport à une époque ou un moment. Là, en tout cas, Haaland, un Norvégien, ah oui,
Ah oui, d'accord. Là, on s'en rappelle. Frédéric, vous le disiez, ils ont marqué 33 buts. Bon, il y a eu un 11-1 contre la Moldavie. Mais il y avait surtout le match aller. L'Italie a fait que 2-0. Et il y avait surtout le match aller contre l'Italie où, dès le début des éliminatoires, ils ont battu 3-0 et quelque part, ça a plié le groupe. Parce que là, ils vont se retrouver pour la dernière journée. Mais la différence de but est telle que... Il y a peu de chance. Ils ont la chance d'avoir cette locomotive, donc Erling Haaland, avec effectivement Sorloth à côté, qui est un vrai poison, parce que quand vous avez deux géants... forcément au départ, on dit c'est pas gênant. Quand vous avez deux géants devant vous, comme ça devant le but, c'est compliqué de défendre. Et surtout, ils ont des très bons ailiers, Noussa, Oscar Bob qui est à Manchester City. Ils ont des défenseurs aujourd'hui qui ont pris du galon, Anker Olsen, Ager qui était au Celtic. Ils ont des latéraux qui sont très offensifs. Ils ont des milieux de terrain qui galopent. Et puis il y a aussi Odegaard, faut pas oublier quand même, le capitaine d'Arsenal, qui est le génie de cette équipe, qui distribue les ballons. Donc c'est une équipe qui a pris du gain. Faut pas oublier qu'ils ratent la Coupe du Monde. La Coupe du Monde au Qatar, ils sont en barrage, ils la ratent pas de beaucoup. Ils ratent le dernier Euro, pareil, ils sont éliminés en barrage. Donc là, ils ont une rage pour y arriver. C'est une génération qui veut vraiment se mettre en évidence et réussir la Coupe du Monde. Un petit message de Joséphine Lico, Haaland, Ballon d'Or. Alors ça, on en parlera peut-être après la Coupe du Monde. Rémi, vous êtes sous le charme aussi de cette sélection qui finalement s'est mis dans le sillage d'un grand joueur et qui en veut. Oui, parce que il faut quand même se dire que beaucoup de gens disent souvent que marquer le but, Roland, les autres font du spectacle. Oui, le football, c'est le but. C'est ce que vous dit un buteur d'ailleurs. Il faut les mettre. Il faut les mettre. C'est jamais simple. C'est pas simple. D'ailleurs, vous voyez, hier, il a touché à combien de ballons à Nantes? C'est 18 ballons. Et sur les 18 ballons, c'est 3 tirs. 3 tirs de but. Mais Sorloth prend aussi sa place, c'est-à-dire qu'il est capable aussi de s'extraire, de sortir un peu du jeu, le rôle qu'il n'a pas forcément à City où on lui dit reste dans l'axe, là, et Sorloth lui rentre, et c'est là qu'il fait mal. Oui, c'est pour ça que je dis que lorsque vous essayez de regarder cette équipe-là, elle est vraiment dangereuse, et je crois d'ailleurs qu'elle va faire beaucoup de mal même à la Coupe du Monde, parce qu'elle n'est plus au niveau d'une équipe qu'on essaye de... Et comme vous avez justement parlé de la hauteur, parce que justement, ils reçoivent des centres. 1m95 chaque 1m95, c'est terrible. C'est-à-dire que lorsque ça vient de la gauche et de la droite, non seulement ils viennent en vitesse, mais de surcroît, vous-même, vous pouvez marquer contre votre propre camp. Il n'y a pas un proverbe norvégien, enfin africo-norvégien. Non, il n'y a pas de proverbe. Sur les grands. Non, parce que justement, quand vous avez des gens de cette envergure-là, quand vous avez une équipe qui est aussi technique, parce qu'elle est d'abord technique. Et maintenant, vous essayez de voir qu'elle essaie d'aller de l'avant. Vous vous dites tout simplement que c'est une équipe qui... Il y a un autre élément que je voudrais rajouter, parce qu'on ne l'a pas évoqué, c'est la qualité du championnat de Norvège, l'élite syrienne, parce qu'il y a des joueurs qui sont d'ailleurs pas norvégiens, qui ont eu l'occasion d'y percer. Victor Boniface, par exemple, le Nigérian, il s'est révélé en Norvège. Ossam Sarawi, qui joue maintenant pour le Maroc, il est né à Oslo, il a grandi en Norvège, et maintenant il est à Lille. Donc vous avez aussi un bon championnat avec des bons clubs, Bodø Glimt bien sûr, mais aussi Molde, Rosenborg, on les voit émerger qui dans les grandes participent régulièrement aux compétitions européennes, à la Ligue des Champions cette année pour Bodø Glimt. Et donc c'est des clubs formateurs, des clubs qui font venir des étrangers très jeunes et qui leur donnent l'occasion de s'illustrer sur la scène européenne. Et donc tout ça globalement, ça hausse le niveau du championnat du football norvégien. Le choc de cette poule et de ce groupe, ça sera un match qu'on aura envie de voir, même si les jeux semblent être faits, ça sera ou sont faits entre l'Italie et la Norvège. Ça sera à San Siro dimanche soir. Eux, ils sont... La surprise, non, peut-être pas. Alors, les Norvégiens le sont, les Français peut-être beaucoup moins, Marc. On les attendait, cette équipe de France, vice-championne du monde, emmenée par, évidemment, Kylian Mbappé. Et hier, il y avait beaucoup d'absents, mais avec Olysée, avec tous les nouveaux joueurs aussi qui sont rentrés, Cherki, Upamecano et autres. On n'attendait pas moins de cette équipe pour qu'elle se qualifie. Hier soir, c'était 4-0 contre l'Ukraine. Elle est dans cette Coupe du Monde d'Amérique. Quand on a vu la poule, on s'est dit, bon, ils doivent sortir premiers, ils doivent faire la différence, se qualifier le plus rapidement possible. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Après, quand on voit la première période, je me dis, c'est un petit peu normal parce que la pression qu'ils ont par rapport à ces commémorations, avec ce qui s'est passé, le drame d'il y a 10 ans, ça a touché tout le monde. Qu'on connaît ou qu'on ne connaisse pas, blessé, pas blessé, mort, pas mort. Et en seconde période, ils ont su réagir, ils ont mis 4 buts. Bravo à eux. Je sais que certains ont été très durs, mais non, ils auraient mérité.
je peux vous assurer qu'on a parlé de certains pays qui ne vont pas voir les États-Unis, le Canada, le Mexique. Nous, on va encore le voir. Et c'est la 4e pour Deschamps. Alors, bien sûr, il y en a très peu qui ont fait ce genre de choses. Encore une fois, bravo à Deschamps. C'est la dernière de Deschamps, surtout, Xavier. Peut-être, oui. C'est sa dernière. C'est ce qu'il a dit. Oui, hier. oui. En tout cas, la dernière avec l'équipe de France. Mais surtout, et il l'a dit en plusieurs fois en conférence de presse. En 1993, moi j'étais au Parc des Princes. Lui, il était sur le terrain. L'équipe de France devait se qualifier. Elle avait raté le coup contre Israël. Il suffisait d'un match nul. Contre la Bulgarie, dans les arrêts de jeu, ils étaient match nul qualifiés. Et finalement, Kostadinov a éliminé les Bleus. Et donc ça, il l'a encore en travers de la gorge. J'ai pas vu les États-Unis, il a dit. Exactement. Il n'a fait qu'une Coupe du Monde comme joueur parce qu'il avait raté celle-là en 94 et puis qu'il a pris sa retraite ensuite en 2002. Alors il n'a fait qu'une, il l'a gagnée. Mais quand même, 94, il l'avait gardé en travers. Oui, c'est bien. Rémi, Kylian Mbappé qui marque son 400e but. Est-ce que ça signifie quelque chose dans la carrière d'un joueur toujours? Mais chez lui, on a l'impression qu'il est insatiable et qu'il voudra aller vers le 500e déjà. Oui, parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il faut savoir quand même comment est-ce qu'il a réussi à marquer ses buts et qu'il se retrouve déjà à, je crois, 3 buts d'Olivier Giroud. C'est-à-dire que le meilleur buteur. 2 buts. Voilà. 55, il se retrouve d'ailleurs à 5 buts du meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que comme il va là à la Coupe du Monde, en phase finale. Vous voyez ce que ça veut quand même dire quand on voit son parcours et qui va crescendo, c'est-à-dire que 27 buts à Monaco, 256 avec bien évidemment le PSG, sans pour autant oublier que 62 déjà avec le Real, 55 avec l'équipe de France. Quand on voit qu'il peut encore avoir minimum 10 ans de carrière encore. Et beaucoup disaient que c'était fini. Oh, machin, ceci, c'est facile. Mbappé. Moi, je dis aujourd'hui... Il est là en équipe de France. Là, en équipe de France aujourd'hui, c'est Mbappé qui survole et qui prouve qu'il peut être bon partout. Et beaucoup disaient que non, il ne peut pas être un bon avant-centre. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il s'est très bien adapté. Et qu'aujourd'hui, si les Bleus réussissent à écraser les équipes, les gens disent que non, l'équipe n'a pas bien joué, peut-être tel autre n'a pas bien fait ceci et cela, peut-être qu'ils étaient faibles. 4-0 non, quand vraiment l'équipe de France joue, c'est grâce à Mbappé et c'est grâce à ce qu'on peut aussi dire, c'est toute cette fusion de grands talents qu'il y a d'ailleurs. Il y a un proverbe africain qui dit justement que Dieu nourrit les oiseaux qui cèdent de leurs propres ailes. Si Dieu s'en mêle. Mais Maïsar, il nous dit, oui, Kylian Mbappé, mais surtout Golo Kanté hier, l'homme du match pour lui. Je ne sais pas si Didier Deschamps l'amènera à la Coupe du Monde, mais... ça a l'air bien parti. Maintenant, il va choisir ses joueurs, c'est ça, parce qu'en Azerbaïdjan, même Mbappé ne sera pas là et tout, là, on complète l'effectif. Si vous devez expliquer à certains clubs, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde, je vais faire jouer mes joueurs les plus importants, et il y a des blessures, alors que les joueurs sont déjà en sur-régime. Donc là, on est en pleine prépa, il va faire pour moi tourner, on va voir peut-être des nouveaux visages. Et c'est là où les tests seront terribles parce qu'ils n'auront pas le droit de se manquer, parce que la presse et les autres risquent de ne pas les manquer. En tout cas, dimanche soir, l'équipe de France, en fin de journée, l'équipe de France jouera en Azerbaïdjan. Il y a une autre équipe qui est intéressante, voire un peu inquiétante, c'est celle du Portugal. Un capitaine qui joue des coudes, Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection portugaise, a trahi les siens hier. Il a été exclu à la 59e minute d'un match qui s'est terminé par une défaite sur le score de 2-0, vainqueur donc les Irlandais. Alors son sélectionneur l'a excusé, Roberto Martinez, il a dit mais c'est sa passion qui a parlé, c'est sa frustration qui a parlé. Voilà en tout cas que CR7 ne sera pas avec les siens pour le dernier match. Et l'équipe n'est pas encore qualifiée, mais surtout, il pourrait, si elle se qualifie, manquer des matchs de la Coupe du Monde. Marc Lebras, est-ce qu'on peut comprendre ce geste de Cristiano Ronaldo? Rappelons et précisons que c'est son premier carton rouge dans une carrière internationale de fou, parce qu'il en serait à sa 6e Coupe du Monde et il a 226 sélections. Après, en saison régulière, depuis l'ensemble de ce gars, c'est 16. Je crois que c'est 16 cartons rouges. Non. En club 13. 13. 4 avec Manchester United, 6 avec le Real. C'est plus que Marc Ibra, non? C'est plus que moi. Avec la Juve, voilà. Mais ce qui est fou, c'est que ce geste-là, il ne doit pas faire ça.
je pense qu'il se pense au-dessus de tout le monde, parce que pour faire ce genre de geste, je prends l'exemple, si quelqu'un fait ça à Cristiano Ronaldo, le mec il prend 10 matchs, hein, je vais voir la sentence qu'il va avoir. Parce que là, il y a un business. On ne peut pas se priver de Cristiano Ronaldo pour sa paire de terre. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Il a agressé qui? Il a tué qui? Quelqu'un est sorti là parce que... Mais attendez. J'ai vu Messi attraper les joueurs au cou. Même pas un carton jaune. J'ai vu ça. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Il a lancé comme ça. On n'a pas le droit, mais tous les autres joueurs qui ont fait ça avec le coude, même en France, ils ont pris combien de matchs? Zinedine Zidane avec son coup de... Zinedine Zidane avec son coup de... son coup de tête. C'est même pas dans le jeu. Il a pris combien? Il a pris combien? Dis-moi. Il a arrêté sa carrière. Il avait pris combien? Il avait une sanction quand même. Mais c'était 2 matchs. Rémi, 2 matchs. Calmez-vous. Non, mais c'est même pas sur un fait de jeu. C'est-à-dire que je pense qu'il le sait. Le ballon est là-bas. Je mets un coup de coude, ça ne me voit pas. Il oublie que maintenant on voit tout. On sait tout. Donc si c'est dans le jeu, tu montes à la tête, tu mets un coup de... Mais là, c'est exprès pour lui faire mal. Je veux savoir combien il rentre. Si on fait ça, Ronaldo, le mec, il prend 10 matchs. Lui, on va faire quoi? Mais c'est la vérité. Moi, j'adore Ronaldo, mais t'as pas le droit de faire ça. Qui a pris 10 matchs comme ça? Non, mais Rémi... Mais il faut me donner l'exemple. Mais non, Annie, tu ne vas pas me dire que Rémi, donnez-nous un exemple de celui qui a pris 10 matchs. Il a agressé l'arbitre? Non. Il a défoncé la mâchoire? Non. Lui, il se fait zigouiller pendant tout le match. Donc, il a et tu viens nous dire que maintenant, tu vas inventer une règle. Alors, attendez. Il a le droit de faire ça. Répondez-moi. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Normalement, un rouge direct, c'est au moins 2 matchs. Mais c'est ça qu'on a dit. Ce qui signifie au moins 2 matchs. Ce qui signifie qu'il rate le prochain match qualificatif du Portugal et le premier de la phase finale aux États-Unis. On va voir s'il a effectivement 2 matchs. Au moins 2 matchs. Il va en mettre 3. Je sais pas, parce qu'effectivement, il est tellement érigé en modèle que là, on peut pas ne pas le sanctionner. Il fait pas ça. Une réponse courte, mais je voudrais savoir, pourquoi selon vous il y a eu ce geste hier? C'était vraiment un geste d'énervement parce qu'ils étaient en train de perdre et pas encore qualifiés? Geste d'énervement, mais également aussi, comme on dit, lorsqu'on est dans le football, il y a de la passion. Et comme justement est dit que c'est l'arbitre... On la voit sur le plateau. Oui, c'est l'arbitre qui, bien évidemment, et il est d'ailleurs parti lui dire ça, que c'est toi qui fais beaucoup de pression. Et la preuve, c'est que quand on appelle maintenant l'arbitre central, il hésite quand même. On regarde plusieurs fois. Je vous demande une question sur Cristiano Ronaldo. Pourquoi, selon vous, ce geste? C'est l'arbitre fautif. T'es en train de dire que l'arbitre est fautif. C'est belle, celle-là. Celle-là, elle est magnifique. Ça, c'est un masterclass. Non. J'ai dit qu'il est parti voir l'entraîneur, le sélectionneur. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que justement, dans un match de football, où vous êtes serré, où vous êtes bien évidemment... il y avait 2 chargés de mission sur lui. Bien évidemment, il cherche à se dégager. Tous les joueurs cherchent à se dégager parfois avec le coup de poing. Donc pour moi, il ne s'est pas placé comme ça pour donner un coup de poing à quelqu'un. On a le droit. Un petit message qui nous arrive d'Axe Vigilant. Marc, attention au coup de coude de Rémi. Ah oui. Oui. Voilà, j'ai une dernière question. Marc a passé son temps à donner des coups de tête, des coups de pied, des coups... Et c'est lui qui est là et a donné des coups de... Rémi, crois-moi, j'ai fait ce genre de choses à l'époque. Tu le sais, non? Je l'ai fait. Je sais pourquoi je l'ai fait, mais il n'y avait pas la VAR. Tu vois la différence? Voilà. La dernière question sera pour Xavier. Xavier, les joueurs de l'équipe du Portugal vont donc jouer, ça sera dimanche soir, sans lui. C'est pas la première fois? Non, ça sera pas la première fois. Est-ce que, selon vous, cette génération dorée, alors on sait, il y a Vitinha, il y a João Mendes, il y a surtout Gonçalo Ramos, qui aura peut-être sa chance au poste d'avant-centre. Exactement. Est-ce que, selon vous, ils vont Raphaël Léan, tout ça, est-ce qu'ils vont la décrocher? Et peut-être est-ce qu'ils vont jouer libérés? Mais je pense que justement, ils vont être encore plus motivés pour montrer qu'ils peuvent aussi réussir quelque chose sans Cristiano Ronaldo, qui est une figure imposée au milieu d'un système... Imposante. Oui, mais il a 40 ans, donc forcément, il fait plus les courses comme avant. Et donc, je pense qu'il y a... Je pense que dans le réservoir de joueurs du Portugal aujourd'hui, il y a largement de quoi faire une équipe sans Cristiano Ronaldo. Mais le carton rouge va remettre cette question au centre des débats. Sur la préparation et sur les joueurs que tu vois. Oui, puis comme il ne jouera pas le premier match, s'il se qualifie, tout le monde sait qu'il y sera, Frédéric. Enfin, moi, je veux bien parier. Mais... Oui, mais on se souvient qu'à la dernière Coupe du Monde, il y avait eu un match où il n'avait pas été aligné. Mais Roberto Martinez, pour l'instant, a toujours fait acte d'allégeance. C'est Ronaldo, il ne dit rien. Mais bien sûr. D'accord, c'est Ronaldo. Mais c'est le contrat. Oui, voilà. C'est le contrat. On est d'accord.
On verra ça, on observera ça. Donc ça sera dimanche soir aussi du côté de Lisbonne. On termine les amis avec évidemment la séquence carton. Carton jaune. Un gardien qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Cette séquence qu'on attend tous, vos cartons, chers auditeurs internautes, sélectionnés par David Finzel. Bonsoir, Radio Foot International. Bonsoir Aniga Signé, bonsoir les Mingono, bonsoir les Abier Valais. Moi, je m'appelle Souvenir Vianney depuis Takigari. J'aimerais donner des cartons verts. Radio Foot International. You are number one Radio Foot International. Salut, bonsoir. Salut Radio Foot International. Moi, c'est Nathan Moulonda à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Moi, je vais donner le carton vert à notre capitaine El Capo, Chancel Mbemba Mungulu, pour avoir marqué le but décisif pour notre qualification à la finale du barrage à foot du Mondial 2026. Roberto De Zerbi, tu n'as pas honte? Merci. Salut Café des Sports, ici Kevin Mapé, Douala Cameroun. Mon carton, il est rouge. Rouge sang à l'encontre des Lions indomptables du Cameroun et tout particulièrement à Mabrice. Le verdict est clair, hein? Il quitte directement le Maroc directement. Bruxelles Airlines direct, Belgique. On ne veut plus de toi à Mabrice. C'était bon. Ciao, ciao à tous. Hello, le Café des Sports. Je sais que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Abigail et je viens de la Côte d'Ivoire. Et mon garçon, il est vert comme mon habit et il va en croix de l'équipe nationale du Nigeria. Franchement, il y a une masterclass. Et désolé à la belle famille, mais vous allez rester sur l'Afrique, quoi. On va se croiser. Cameroun, je fais le Maroc, je fais la Cannes, les Falcons World. Désolé, le bingo. Merci, bonne émission. Bisous Annie, bisous tout le monde. Bonjour Radio Foot, bonjour Madame Aniga Signé, Rémi Gomes-Xavier Barré. Je me nomme Michael Kwadjo, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Tsébissou. Aujourd'hui, mon carton il est rouge. Carton rouge pour Cristiano Ronaldo pour le mauvais match qu'il a fait. Ta deuxième victoire pour te qualifier. Pourquoi tu as pris un carton rouge? Carton rouge à toi, c'est S7. Merci. Bonsoir, le Café des Sports, c'est Mme Diarra depuis Dakar. Carton rouge à la FECAFOOT pour avoir gardé cet entraîneur. Parce qu'avec Vigo Berson, même à 5 pays qualifiés, le Cameroun s'était qualifié en 2022. Alors, il y a un proverbe africain qui dit « Il ne faut jamais botter d'un coup de pied la pirogue qui vous a aidé à traverser la rivière ». Bonne émission à tous. Bonsoir, Café des Sports. Baldé Mamadou Adama depuis Conakry. Et aujourd'hui, j'adresse un double carton vert. L'un à l'équipe de France pour sa qualification en Coupe du Monde 2026 et l'autre à Kylian Mbappé pour ses 400 buts en carrière à 26 ans. C'est énorme. Carton vert à lui et bravo. Bonne soirée à vous. Merci. Ciao. Bonjour Radio Foot, Risto Hoult, Congolais de Brazzaville vivant en France. J'adresse un carton vert aux léopards de la RDC, plus précisément à leur capitaine, Chancel Mbemba, le capitaine courage, le demi-dieu, pour son but aux derniers instants du match face au Cameroun. Le but qui leur permet justement d'accéder au barrage, à la finale des barrages pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc dimanche, on est tous derrière les léopards. Bon Café de Sport à vous, au revoir. Salut, le Café des Sports. C'est Hervé Manga depuis le Cameroun. Je donne un carton rouge vif à l'entre-deux camerounais, Marc Brice. Mabrice, va juste jouer de la Coupe d'Afrique, tu reviens. Tu déposes les valises. Bonjour, Café des Sports. Bonjour Annie. Bonjour les invités. Moi, c'est Ousmane Issa depuis N'Djamena au Tchad. Je donne un carton vert à Lewandowski. Malgré sa blessure, malgré son âge, 34 ans, il est revenu de la blessure et il a fait triplé pour avancer Barcelone. Et je donne carton vert aussi à Annie Gasnier. Sans elle, je suis pas content quand j'écoute la radio foot. Merci, allez, ciao, ciao.
Merci à tous et merci beaucoup à cet auditeur de N'Djamena au Tchad. Merci. Les amis, à nous de donner nos cartons. Je vais prendre la main aujourd'hui parce que c'est un carton vert, mais un hommage à un footballeur béninois qui vient de s'éteindre. Il avait 85 ans, mais c'est une légende dans ce pays. Nourou Alabi Bello, qui fut à la fois joueur et entraîneur. Alors, il était le capitaine emblématique de l'Asso de Porto Novo, une équipe qui depuis avait changé de nom, même si elle jouait toujours dans le stade René Pleven. Et ensuite, c'était les Dragons de Louémé, dont il a été entraîneur. Il a même entraîné Abedi Pelé. Et puis avec cette équipe, il avait gagné alors, balle au pied, la Coupe du Dahomey. C'était il y a longtemps, en 67-68. Mais c'était un joueur iconique. Et ses obsèques auront lieu la semaine prochaine à Porto Novo. Il y aura sa famille, il y aura aussi les membres de la fédération. Et son neveu, Olar Faïs Bello, eh bien, il travaille avec nous à RFI. Et c'est pour ça qu'on a eu une bonne information sur ce sujet. Xavier, à vous. Oui, carton vert aussi en hommage. Et un carton vert en hommage à ceux dont on a parlé cette semaine. Évidemment, ces attentats terribles d'il y a 10 ans. Et je voudrais donner un carton vert, moi, à Salim Tourabali, qui était l'un des vigiles, celui qui a bloqué le terroriste. Et à la porte H, en l'occurrence, la porte H, à la tribune où étaient mes enfants. Donc sans lui, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui, en tout cas que ma vie aurait été bouleversée par un drame. Donc merci à lui et à ses collègues qui avaient à l'époque fait leur travail de manière exemplaire. Tous les vigiles du Stade de France. Et finalement, on s'est retrouvés beaucoup mieux protégés dans le Stade de France ce soir-là que malheureusement trop de gens dans les rues de Paris. En tout cas, grosse pensée pour ceux qui nous ont protégés avec efficacité. Merci. Marc Libra, vous aussi, c'est du vert. Il n'y a que du vert d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, c'est du vert 25 août 2022. C'est le dernier but de BK en France. Et il y a à peu près 2 ans, un drame, c'est-à-dire qu'il veut se suicider. Alors on dit situation amoureuse. Il jouait à Nice à l'époque. Il jouait à Nice à l'époque, ça a été très compliqué. Et puis le week-end dernier, il a remarqué un but. Près de 3 ans après, et puis 3 ans et demi, il a remarqué un but. Il est de retour sur le terrain. Donc il joue en Belgique. Il joue en Belgique à la Louvière. Certes, ils se sont inclinés, mais il a remarqué un but. Donc on est c'est un sportif de haut niveau, mais tout le monde peut être touché aussi par cette maladie-là, voilà. Donc du coup, la dépression, lui, en tout cas, il est sur le bon chemin et ça donne l'espoir pour tout le monde. Rémi, rapidement. Carton vert pour le sélectionneur des vrais lions d'Afrique, les lions de la Teranga, les lions du Sénégal, avec leur sélectionneur justement, Paptio, qui, faut-il le dire aujourd'hui, produit un jeu beaucoup reluisant, offensif, contrairement au jeu défensif de la l'UCC, de telle sorte qu'on les appelle même actuellement les Brésiliens d'Afrique. Et là, il va rencontrer qui? Le Brésil, de Carlo Ancelotti. Brésil contre Brésil, donc. Voilà, donc les Brésiliens d'Afrique contre les Brésiliens de ceci et cela. Un entraîneur du Sénégal contre le grand Carlo Ancelotti. Et c'est là où, justement, je vais juger Paptio, comment est-ce qu'il va faire face à Ancelotti. Mais comme le dit un proverbe africain, un lion dans sa cour, un chien dans sa cour se transforme en lion. Bon, on verra ça. Ça sera dimanche soir du côté de Londres. Frédéric, vous terminez. Un carton vert qui nous emmène au Caire où se joue actuellement la Ligue des Championnes, compétition de clubs, avec 2 clubs qui sont là pour la première fois, les joueuses de l'USFAS de Bamako et l'ASEC, les Ivoiriennes, et elles sont en passe de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Dernier match de poule ce samedi et peut-être les demi-finales. On a aussi le tout-puissant Mazembe, encore en lice, qui est tenant du titre. Honneur donc aux championnes, Ligue des championnes d'Afrique. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents, d'avoir si bien animé, d'avoir polémiqué dans cette émission. Je vous remercie. Allez Rémi, on a tous une pensée pour vous et pour les Camerounais et les supporters des Lions indomptables parce que ça nous a fait de la peine, mais vive les Super Eagles et vive les Léopards. À la semaine prochaine.